La rencontre. Mais revenons à nos poussins. Comme je le disais, je ne peux pas les garder. Quelques jours après leur naissance, donc, je les place confortablement dans un cajot bien aéré rempli de vieux pulls que je fixe sur mon porte-bagages, et je porte les petits animaux à mon torero préféré, qui les amène à son tour à l'un de ses amis éleveurs, et m'assure qu'ils gambaderont à leur aise toute leur vie. Et je le crois. Ils me remercient en me donnant parfois un poulet. Peut-être que, de temps à autre, je mange un des enfants d'une de mes poules, mais je me garde bien d'y penser, et de leur dire. Ce soir-là, en revenant chez moi après avoir livré un cajot de petites boules jaunes, je jette un coup d'œil inquisiteur vers la placette arborée de la rue de la Bâtisse, malgré ma fraîche résolution de changer de chemin. Il est des moments où je manque cruellement de volonté. Personne en vue, je cède au démon de la curiosité. Je me glisse en silence, le vélo à la main, vers la place déserte. Là, j'observe. Aimé ne s'est pas trompé. Les feuilles basses des platanes, à peine jaunissantes, sont recouvertes d'écriture. J'en tire une vers moi, elle se détache et je lis. Les doux colibris verts me rappellent l'hiver, quand leurs ailes s'entr'ouvrent, aussitôt je me couvre. Puis, la tête en l'air, tordant le cou dans tous les sens, j'essaie de déchiffrer quelques poèmes sous la faible lueur des lampadaires. Je lis entre autres « Il est déjà 10 heures, et comme hier, je pleure. Le vent d'été qui fait voler mes robes, morceau d'éternité que je dérobe. » Ces micro-poèmes, tantôt gais, tantôt mélancoliques, avec pour point commun leur naïveté enfantine, me touchent au plus profond. Je m'amuse à passer de platane en platane pour en découvrir de nouveaux. Leur je ne sais quoi de suranné me fait penser à mes vieux vélos, recouverts d'une fine poussière de romantisme. Bientôt, j'ai la nuque en compote, mais je poursuis ma contemplation. Je pense aux douleurs qu'a dû ressentir Michel-Ange en peignant le plafond de la Sixtine. La plupart du temps couché sur le dos, aux côtés de ses aides, le grand homme devait recevoir des giclées de couleurs diverses, la barbe constellée de petits points multicolores, tout comme mes yeux aujourd'hui se remplissent de ces petites touches poétiques qui m'éclaboussent en pétillant. Je laisse mon esprit vagabonder au son que produisent les rimes dans ma tête, me transportant encore une fois dans l'arôme de la Renaissance. Je suis Michel-Ange. Je pénètre, agacé, dans le Vatican. Jules II, le pape en fonction, m'attend pour me donner ses conseils avisés et me faire diverses critiques que je n'écoute pas, en me dirigeant directement le nez en l'air pour apprécier mon travail de la veille vers les échafaudages de bois branlants à chaque pas. Je ne suis pas satisfait de la main d'Adam et je vais devoir faire des retouches. Cavolo! Les prélats de Jules II viennent me dire avec vigueur que le pape s'est déplacé dans le but exclusif de me rencontrer. Et alors? Moi aussi, je me suis transporté ici. Et sa vie ne vaut pas mieux que la mienne. C'est exactement ce que je leur réponds en les regardant à peine, sans presque quitter des yeux le plafond, puis je grimpe sur les premières planches de l'échafaudage sous les mâts et les quais des prélats indignés qui agitent leurs étoffes précieuses dans tous les sens, rajoutant effets de manche et mous surjoués afin que leur manège soit bien visible des quelques mètres qui les séparent de l'élu. En arrivant là-haut, je m'origène un apprenti qui dort comme un sonneur, la bave aux commissures. Il se réveille précipitamment pour me préparer des couleurs au plus vite, honteux d'avoir été pris en flagrant délit. Couché sur le dos, je rectifie d'un pinceau énervé la carnation du pouce et du majeur, tandis qu'un Jules II hors de lui me menace en hurlant de m'enlever toute commande, de me condamner à l'errance et à la pauvreté. Je m'en moque, je peins, je suis le meilleur, et le monde est au courant. Lorsqu'il évoque à plein poumon le nom de Leonardo da Vinci, ma gorge se serre, mes muscles se raidissent. Abandonnant la tactique de la sourde oreille en même temps que mon apprenti aux yeux ronds, je dévale en 4e vitesse les étages de l'échafaudage, avant de me diriger à grands pas vers le truchement entre Dieu et l'homme. Il ricane, l'air fier de lui. Je projette de lui exprimer par des mots simples ma façon de penser. J'arrive dans ses robes, et tandis que je prends une large inspiration pour oxygéner mon cerveau afin de lui débiter clairement un chapelet d'injures choisies, une voix s'interpose, provoquant une distorsion de ma vision romaine. Par la grâce d'un dieu, Jules II se métamorphose alors en platane. « Coucou !» Le cœur battant, ma tête en l'air vient brusquement atterrir au beau milieu de mes épaules. Tenu en joue par cette voix dans mon dos, je me retourne avec lenteur,
et dans mon champ de vision apparaît une ombre qui se transforme en un bout de silhouette avant d'adopter les contours de la moitié d'un être humain qui se révèle enfin dans son intégralité, sous la forme d'une jeune femme vêtue d'une robe fraîche. Elle me sourit. Elle est... comment dire? C'est assez délicat à expliquer ce qui se passe. Elle est... Ça te plaît? Lit-elle dans mes pensées. Bonsoir, dis-je en rougissant très fort, les yeux sur mes chaussures. Alors, ça te plaît? Je ne sais que répondre. La seule certitude que j'ai en réalité est celle d'avoir envie de m'évaporer. Mon visage est en flammes, ma tête cogne, elle insiste. T'es bouché ou quoi? Mes poèmes, ils te plaisent? T'es en train de les lire ou je me trompe? Ah, c'est vous qui... Oui, c'est moi qui... Bonsoir. Je respire difficilement, au bord du malaise. Oui, tu l'as déjà dit. Bonsoir, oui. Bon, laisse tomber. Tu t'appelles comment? Mi... Loche, avec un E. Miloche? C'est rigolo. Enchanté, Miloche. Moi, c'est Lila. Elle me tend la main, et comme je tiens les miennes fébrilement nouées l'une dans l'autre, d'autorité elle m'en saisit une, qu'elle serre en secouant. Elle est pourvue d'une petite paume fraîche prolongée de doigts fins, et je fais attention de ne rien abîmer. Nous nous regardons dans les yeux une pincée de secondes. Enfin, surtout elle. Tu serais pas un peu timide, Miloche? Je dois y aller. Au revoir. Je monte avec maladresse sur mon vélo, et manquant de m'étaler, je fuis. J'entends sa voix qui me poursuit. Où tu vas? Bah attends, Miloche, attends. Sa voix se perd en un magma indéchiffrable qui se mêle au bruit de l'air que je déplace. J'ai bientôt l'impression que des trains remplis de vide filent à contresens aux alentours de mes oreilles, et je ne vois plus rien, le cerveau tout entier concentré dans mes jambes. Je dois ressembler à un chaton effrayé, yeux grands ouverts, oreilles en arrière tassées sur moi-même à l'affût. Je martyrise les pédales de mes pattes, le cadre de ma bicyclette miaule de surentraînement. À un moment donné, j'arrive chez moi, grâce sans doute au pilotage automatique de mon vélo. Impossible de préciser la durée de ma course, de décrire le chemin parcouru. Je ne suis sûr que d'une chose. Je me trouve devant la porte de ma maison, que j'ouvre. Je rentre, la bicyclette à la main, les jambes rythmant un twist d'une amplitude très courte, mais d'une rapidité hallucinante. Je flageole à battre des records. J'appuie ma bicyclette rougie contre la table de la salle à manger, sans réfléchir, puis je m'affale dans mon fauteuil, pantin dont on a lâché les fils. Là, je soupire longuement, privé de toute énergie, dans l'impossibilité de me concentrer sur quoi que ce soit, ou de bouger un seul muscle. Puis je sombre dans un sommeil profond et agité. Déséquilibre. C'est accablé par un épuisement inhabituel que je m'extirpe endolori de mon fauteuil au petit matin. Mes émotions me fatiguent bien plus que le reste. Je sais par mon état que mes rêves ne m'ont pas fait faire le tour du monde en vélo, car le harassement physique, onirique ou réel, n'est rien, mais qu'ils ont œuvré toute la nuit pour tâcher de remettre en place par des mouvements compliqués quelques neurones démis, et rameuter, tels des chiens de berger, mes pensées éparpillées. Je reste paralysé devant le trou béant pratiqué par la jeune fille dans le grillage pourtant solide de ma vigilance. J'aimerais, par des mots, exprimer ce que la scène d'hier a provoqué à l'intérieur même de ma petite personne. Cela me soulagerait à coup sûr. Malheureusement, je ne trouve pas les bons. J'ai beau tenter toutes les phrases, renverser l'ordre des mots, faire preuve d'une audace linguistique sans pareille, je tombe toujours à côté de la plaque. Mes membres sont las. Je n'ai aucune envie. L'image de Lila, oui. L'image de Lila occupe la totalité de ma boîte crânienne, poussant contre les murs. Ça me fait mal de respirer. Je ne saurais pas localiser précisément l'origine de cette douleur, qui n'en est pas une. Tant d'imprécision ne fait que rajouter un surplus de fatigue, comme si j'en avais besoin. Après un petit déjeuner avalé sans conscience et sans appétit, suivi d'une molle promenade du côté du poulailler, tête pendante et corps à l'unisson, je retourne me coucher, pour la première fois depuis des siècles. Dans ma station allongée, je vois le plafond se courber, tandis que je remonte les couvertures sous mon menton. Je n'ai pas chaud.
Je crois que je couvre quelque chose, moi qui jouis habituellement d'une santé parfaite. Je serais bien incapable de décrire les symptômes exacts de ma maladie. Claquements de dents, frissons, ne sont que des signes communs à nombre d'affections. Peut-être suis-je simplement au seuil de la mort? En lieu et place de la grande dame à la faux que je m'attends à voir déboucher dans mon délire, un autre personnage, en cape et baguette, affublé d'un masque blanc au nez exagérément grand et crochu, chaussé de lunettes cerclées de noir, fait apparition dans ma chambre. Une mallette de cuir au ventre rond à la main, il dégage une odeur d'épices d'hiver, thym, romarin, sarriette, tandis qu'il soulève mes draps de sa baguette en penchant la tête. Son masque grotesque m'examine de loin, comme dégoûté, pendant que j'essaie de remettre les couvertures sur mon corps, gêné qu'un inconnu qui ne s'est même pas annoncé me voie en pyjama. Je le reconnais, c'est le médico de la peste. Je comprends alors la raison de sa présence quand je remarque les bubons qui ont poussé sur mes bras et à l'intérieur de mes cuisses. Cela me fait affreusement mal. Le visage en sueur, je demande avec angoisse au médecin son verdict. Suis-je pestiféré? Il hoche le nez de haut en bas d'un air entendu. Je comprends que je suis perdu. Les voisins ont dû l'appeler en constatant mon état pitoyable. Que vont devenir mes vélos? Et ma maison? Et mes marbres? Et mes poules? Et mon coq? Le médico ferme sa mallette, fait le signe de s'en laver les mains, puis disparaît sans même me jeter un regard. J'essaie de me lever pour le rattraper, mais, trop faible, je tombe lamentablement au pied du lit. Je me réveille en sueur sur le carrelage, le poignet endolori par la chute. Le radio-réveil indique 11 heures. À grand-peine, je me traîne à plat ventre jusqu'à la salle de bain où je parviens, suite à des efforts surhumains, à atteindre la petite armoire dans laquelle, après avoir renversé tout mon matériel de rasage, de peignage et de brossage, je trouve mon thermomètre. Je le glisse sous ma langue en fermant les yeux, conscient que je dois économiser mes gestes, le laissant trop longtemps pour retarder le constat. Levant des paupières graves, la lèvre résignée, je parcours des yeux la ligne du mercure qui a grimpé jusqu'à 37,4 degrés. Bien. Malgré ma tête plus bouillante qu'une marmite, mon corps, en revanche, semble demeurer agréablement tiède, comme à ma naissance. Il a dû se former une manière de bouchon au niveau du cou. Oui, en effet, je constate que j'ai du mal à avaler. Je me lève et me jette un coup d'œil méfiant dans le miroir qui ne se laisse pas démonter. Miloche, tu devrais faire un peu moins confiance à ta cervelle. Elle va te jouer des tours. Elle est en train de rire dans ton dos, et toi, tu marches. Par une contre-attaque précise tout autant que soudaine, je la surprends en me jetant prestement dans la baignoire. L'eau glacée qui sera présente du pommeau prouve à ma tête que je ne suis pas dupe. Après un essuyage rapide de mon corps bleui, suivi de quelques exercices, je décide d'aller remplacer ma pédale endommagée. Quelques travaux de réparation dans mon parc à vélo me feront le plus grand bien. Disparition. Les pédales. J'en ai pris une paire hier soir chez Aimé. Pourtant, elles ne se trouvent pas dans mon sac. Je regarde dans la petite poche, dans la grande, puis à nouveau dans la petite. Rien. Je vide mon sac, je mets la tête à l'intérieur. Rien. Je fouille les poches de mon pantalon par acquis de conscience. Mes chaussures, mes mains, je sors sur le perron. Rien, rien, rien. J'en suis pourtant certain, je les avais en sortant de chez Aimé. Je dois me rendre à l'évidence. Je les ai perdus en route. Il faut dire que je suis parti en trombe hier. Peut-être n'avais-je pas bien fermé la poche de mon sac. Peut-être ont-elles chu sans que je les entende. Quel que soit le scénario, les faits sont là. Je suis dans l'impossibilité de soigner un blessé de mon parc à vélo. Pour couronner le tout, je dois attendre une semaine avant que le magasin d'Aimé ne soit ouvert la nuit. Comment faire? Je ne peux quand même pas sortir maintenant. Le soleil est à son zénith. Cette journée s'annonce décidément très mal. Je tourne et retourne la situation sans trouver de solution évidente à mon problème. Je pourrais bien refaire le chemin en sens inverse ce soir, mais je ne me rappelle absolument pas de mon itinéraire. Et puis, je connais les gens. S'ils trouvent une paire de pédales toute neuve par terre, ils l'emportent chez eux, même s'ils n'ont pas de vélo,
par une sorte d'instinct de chasseur qui ne supporte pas de rentrer bredouille. Je ne vois qu'un moyen de me sortir de ce pétrin, le lieu étrange. Je m'y rendrai ce soir. Avec un peu de chance, je trouverai mon bonheur. En attendant, je suis tout déstabilisé, à la recherche de mes repères. Il est presque midi, et non seulement je n'ai pu me conformer à mon emploi du temps minutieusement établi, mais je n'ai rien accompli à la place. Ma chambre est défaite, mon vélo est posé contre la table du salon, lui à qui j'ai toujours interdit de rentrer dans la maison. Je n'ai rien préparé pour le déjeuner, mes poules ont faim, mes marbres n'avancent pas. J'ai pris du retard, bouleversé le rythme d'une vie réglée avec précision, et je ne sais plus par où commencer. Continuer la journée comme si de rien n'était? Reprendre toutes les tâches depuis le début de la matinée en vitesse accélérée? Retour au calme. Je me dirige vers la salle de bain, fais une feinte de corps à mon reflet dans le miroir, et avant qu'il ne réalise la supercherie, j'en profite pour m'emparer de mes bouchons d'oreilles en cire. Je les fourre aussitôt dans mes organes à pavillon, las d'être obligé de subir tous les bruits de la vie. Bientôt, le silence tant espéré se fait. N'entendant que le souffle de ma respiration et le bruit feutré de mes pas mesurés, je me dirige vers la chambre au centre de laquelle j'étends un tapis de saule. Maîtrisant mon corps, je me place en position de yogi, jambes croisées et pieds sous les genoux, puis je ferme les yeux à la recherche d'un peu de calme. Ma respiration se fait plus lente, prolongée, et au rythme des inspirations et expirations de plus en plus longues, je me concentre sur un bloc de marbre précis, que je sais à mon atelier. J'en parcours la forme mentalement, j'en fais le tour en visualisant sa couleur pâle, son odeur de poussière, jaugeant son poids, son contact frais. Mon cœur bat de plus en plus lentement. Je chasse avec douceur chaque pensée venant interférer dans mon acte de création. Je suis en train de saisir le marbre à présent. Je le dépose sur mon établi. Je l'époussette avec le gros pinceau, le fixe solidement, puis commence à le façonner de mon marteau et de ma pointe. Je décide de lâcher les outils, car j'ai besoin de calme, de douceur. Je visualise alors mon marbre qui se dégrossit de lui-même, sans que je ne lui imprime aucun coup. Les morceaux de matière qui volent ne m'atteignent nullement. J'assiste jusqu'à la finition en spectateur actif. J'interviens pour la phase de ponçage, ainsi que pour celle de polissage. Je sens le grain, j'entends le bruit du papier abrasif, dont le crissement perd peu à peu en intensité, jusqu'à ne plus être du tout audible. La méditation s'est installée. Je m'échappe dans des contrées inconnues, insaisissables, indescriptibles. 1000 pensées viennent et repartent sans susciter aucune émotion. Je laisse circuler librement le flot intérieur, houleux et torrentiel, qui prend des allures de rivière, de paisibles ruisseaux. Je reste dans cet état proche de l'inconscience quelque temps, avant de redescendre. J'imagine à nouveau les reliefs de mon corps, vérifiant que les tensions ont disparu. Puis je me regarde de l'extérieur. Je visualise le corps de Miloche en tailleur au milieu de sa chambre. Je reviens chez moi, me préparant mentalement à affronter les échardes de la réalité. Je soulève avec lenteur mes paupières. Après quelques assouplissements de la nuque, je retrouve la position verticale avec attention, range mon tapis de saule, enlève mes bouchons d'oreilles. Puis je me dirige vers l'atelier à pas lents, en essayant de ne rien déranger dans ma tête. Je ne dois pas bousculer les effets bénéfiques de la méditation. Le marbre est là, exactement comme je le pensais, un peu plus coloré peut-être. Je m'empare des outils pour effectuer les gestes que l'on fait pour modeler un minéral, et les chats du voisinage qui apprécient mes percussions viennent se presser à ma fenêtre. Je travaille sans m'arrêter, pendant ce qu'il reste d'après-midi, sans ressentir de lassitude. J'ai sauté le repas de midi à dessein, pour apprendre à mon corps et à ma tête à rester davantage maître d'eux, en les punissant par le jeûne. Un peu de diète n'a jamais tué personne. Quand je cesse de taper sur mon marbre en début de soirée, la forme que j'avais imaginée se trouve bien ébauchée. Je parcours alors des yeux et de la paume les ondulations gradinées. C'est doux de rugosité, agréable sensation. Je suis en Miloche apaisé,
Je n'ai pas complètement perdu ma journée. Revenant à des considérations temporelles, je m'autorise à décoder les stimuli que me lance mon estomac. J'ai faim. Je me prépare une soupe autarcique, mélange de légumes et d'œufs que je déguste en silence. Le croissant de lune encadré dans ma petite fenêtre m'apprend que la nuit ne sera pas des plus claires. Mais j'ai un travail à accomplir ce soir et j'irai, coûte que coûte. Je prendrai la lampe torche que m'a offerte Aimé pour mon anniversaire.